Saint-Marcellin durant l'Antiquité, eh ben c'est pas grand-chose, hein. En revanche, à la préhistoire, de l'autre côté de la rivière, là où je me trouve, ici, à Saint-Roman, à hauteur de la butte du Calvaire, eh ben, il y avait un camp de chasseurs qui profitaient de la géographie du coin pour piéger le gibier. En effet, ici, à Saint-Roman, eh bien, on est au pied du massif du Vercors et à côté de l'Isère. Et il y avait donc un étroit couloir, un étroit défilé. Et donc, ils pouvaient coincer le gibier dans ce petit passage pour le chasser et s'en nourrir. Mais du côté de Saint-Marcellin, hein, de l'autre côté de la rivière, il n'y a plutôt rien, à part un petit chemin ancestral qui suivait la rivière, l'Isère, et qui donc allait de Valence jusqu'à Grenoble. Et c'est sans doute ce petit côté étroit, sinueux, petit, très discret de ce chemin qui va devenir une des grandes routes mythiques de l'Antiquité, puisque ce chemin va être choisi et emprunté par le fameux Hannibal et ses éléphants, quand au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il a décidé d'aller dégommer les Romains. Oui, qu'est-ce qu'il a fait Hannibal? Eh bien, il a choisi de passer par la Gaule pour surprendre les Romains. Il va donc suivre depuis l'Espagne le littoral méditerranéen jusqu'au Rhône. Ensuite, il va remonter le Rhône jusqu'à l'Isère. Et ensuite, il va suivre ici le cours de l'Isère pour aller jusqu'à Grenoble. Et ensuite, aller franchir les Alpes avec ses éléphants incroyables. Du côté, on ne sait pas trop hein, aujourd'hui s'il a emprunté le col du Grand Saint-Bernard, du Petit Saint-Bernard ou du Mont Genèvre. En tout cas, grâce à sa discrétion mais aussi son audace, eh bien Hannibal a été dégommé les Romains au IIIe siècle avant notre ère et il est donc sans doute passé par Saint-Marcellin. Mais les Romains prendront leur revanche sur Hannibal, et eux aussi franchiront les Alpes pour aller conquérir la Gaule. Notre chemin des éléphants d'Hannibal deviendra alors une voie romaine pour ramifier un immense empire. Et du côté de Saint-Marcellin, il en reste des vestiges de ces nombreuses voies romaines de l'Antiquité, comme ici, du côté de Auriol-en-Royan. Regardez. Ah, si ces pierres pouvaient parler. Elles en auraient des choses à nous raconter. Mais bon, les Romains aussi finiront par être vaincus. Et on va avoir de nouveaux envahisseurs qui vont se partager le gâteau de la Gaule. On va avoir des Visigoths, des Alamans, des Francs et des Burgondes, les ancêtres de nos Bourguignons. Je les connais bien, j'ai été interprète. Ils vont donc avoir un royaume burgonde auquel appartenait Saint-Marcellin. Mais bon, petit à petit, les Francs, ils vont s'imposer sur tous les autres et ils vont commencer à rêver de reconstituer le vieil empire romain avec Charlemagne qui se fait sacrer empereur en 800. Mais bon, malheureusement, avec un système politique tout pourri, où quand le chef meurt, l'empire est systématiquement morcelé et partagé entre tous les héritiers, et bien inlassablement, l'empire de Charlemagne va finir éparpillé façon puzzle, avec de nouveaux royaumes qui émergent. On va avoir à l'ouest le royaume de Francie occidentale, bientôt la France. On va avoir à l'est le royaume de Francie orientale, bientôt l'Allemagne. Et au centre, un peu le bazar, la Lotharingie. Et Saint-Marcellin se trouve dans cette Lotharingie, dans laquelle se trouve aussi l'ancien royaume des Burgondes, qui rêve toujours d'autonomie, d'indépendance, de royaume. Eh bien, ce sera chose faite, ici derrière moi, au château de Mentailles, pas trop loin de Saint-Marcellin, avec un puissant seigneur local, Boson, qui se fera sacrer roi de Bourgogne en 879. Ici derrière moi, à Mentailles.
Ce royaume de Bourgogne, on l'appelait aussi le royaume d'Arles, autour de l'an 1000. Et à côté d'Arles, il y avait une abbaye hyper importante à l'époque, l'abbaye de Montmajour, qui avait des terres dans tout le royaume, jusqu'ici du côté de Saint-Marcellin, avec un prieuré, le prieuré Saint-Étienne de Nacon. Alors, ne le cherchez plus, aujourd'hui ce prieuré, il a disparu, mais on en a quand même retrouvé quelques vestiges, par exemple avec cette pierre tombale, aujourd'hui adossée à l'église de Saint-Pierre de Chérennes, et qui date du prieuré. En fait, ici c'était l'emplacement du cimetière du prieuré. Voilà pourquoi il y a une pierre tombale qui est là. Elle date du tout début du Moyen-Âge. Mais le rayonnement de Saint-Marcellin et de son territoire va véritablement commencer à la fin de l'an 1000, quand un seigneur du coin qui s'appelait Josselin d'Albinck va revenir de croisade avec les reliques d'un saint, Saint Antoine. Alors en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est à la fin de l'an 1000, pendant les croisades. Et là, il y a un seigneur du coin qui s'appelait Josselin d'Albinck, qui va se faire blesser en Terre Sainte. Il va recevoir une flèche, va être à 2 doigts de mourir. Et là, une nuit, en songe, va lui apparaître Saint Antoine d'Égypte qui va lui dire « Josselin, si tu me ramènes avec toi en France, tu guériras. » Josselin va obéir et va le ramener chez lui, ici, du côté de Saint-Marcellin, dans un château qui s'appelait à l'époque La Motte-au-Bois, ici, derrière moi. Et ça va marcher. Josselin va guérir. Et là, évidemment, les gens vont crier au miracle, incroyable, on a un saint patron protecteur, Saint Antoine d'Égypte, donc tout le monde va affluer pour prier Saint Antoine, pour espérer guérir de toutes sortes de maladies, par exemple en particulier le mal des ardents, nommé justement aussi le feu de Saint Antoine, l'ergotisme, qui était en fait un champignon du seigle qui empoisonnait les farines et qui entraînait des maladies terribles, des brûlures intestinales féroces, ça pouvait aller jusqu'à la gangrène, jusqu'à des brûlures de la peau et même dans les cas les plus graves, la mort. Sauf qu'en invoquant Saint Antoine d'Égypte ici, à la Motte-au-Bois, eh ben les gens guérissaient. Il y avait des miracles, donc les gens vont affluer de partout et petit à petit, autour des reliques du saint Saint-Antoine, eh ben on va créer une basilique qui va devenir un lieu de pèlerinage, puis une abbaye et même un ordre religieux pour veiller sur tout ça, l'ordre des Antonins. Et il y a même un village qui va se constituer autour de l'abbaye, village qui va donc devenir le village préféré des Français en 2025. Village qui, au fil des siècles, va devenir aussi une halte importante sur le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, depuis l'Est, depuis la Suisse notamment. Donc, petit à petit, au fil du temps, il va falloir séparer le village, le bourg, de l'abbaye. Il va y avoir un mur de clôture et même une véritable frontière, une porte d'entrée, la porterie que vous avez ici derrière moi, qui séparait donc l'abbaye du bourg. Une abbaye qui connaîtra son apogée au XVe siècle, comme en témoigne ici derrière moi sa sublime église abbatiale, style gothique flamboyant du XVe siècle justement. Une des plus belles églises du Dauphiné. Bien sûr, l'abbaye de Saint-Antoine sera fermée à la Révolution française, mais elles sont toujours là aujourd'hui. Les reliques de Saint-Antoine d'Égypte que notre Josselin a ramenées de Terre Sainte, elles sont là encore dans l'église abbatiale. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, Saint-Antoine-l'Abbaye reste ce lieu sacré, chargé d'histoire, de mémoire et d'espoir.
temps fort pour la région de Saint-Marcellin, c'est quand le dauphin du Viennois s'est approprié des terres juste à côté pour y faire construire une de ses résidences préférées, là où je me trouve, à Beauvoir-en-Royan. Alors je sais, aujourd'hui, cette résidence, ce château, il est à l'état de ruine, mais il était hyper prestigieux au Moyen-Âge. Et attention les enfants, hein, le Dauphiné au Moyen-Âge, c'est pas de la quiche. C'est une petite principauté indépendante et qui a réussi à rester indépendante, pourtant coincée entre le royaume de France à l'ouest et le Saint-Empire romain germanique à l'est. C'était des costauds les gars. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et le Dauphiné finira par être réuni au royaume de France après le traité de Romans le 30 mars 1349. Le château de Oum, le dernier dauphin, Humbert II, sera progressivement abandonné, puis finalement démantelé au XVe siècle, sous le règne du roi de France, Louis XI. Quant au dernier des dauphins, Humbert II, injustement jugé par la postérité comme incapable et dépensier, il était peut-être en fait tout simplement humaniste et pacifique. Voilà pourquoi, de son vivant, il va faire construire juste à côté de sa forteresse, son château, sa résidence de Beauvoir-en-Royan, un couvent pour les Carmes, dont vous avez ici derrière moi les derniers vestiges. Et ainsi, après avoir cédé son Dauphiné au roi de France, Humbert II entrera dans les ordres, là encore, en quête de spiritualité et d'élévation. Louis XI qui va faire tomber Beauvoir dans l'oubli, mais qui va ramener à sa table une spécialité de la région, un fromage, le Saint-Marcellin, dont la renommée deviendra mondiale. Mais déjà bien avant Louis XI et son fromage, le château de Beauvoir-en-Royan va permettre le développement d'un petit village à Saint-Marcellin, autour de cette voie antique, cette voie romaine qui conduisait de Valence à Grenoble et qui occupe aujourd'hui la grande rue de Saint-Marcellin. C'est vraiment le centre du village. Eh bien, ce village va donc se développer au contact du château de Beauvoir-en-Royan. Il va même pendant un temps être carrément le siège du Parlement du Dauphiné quand il était indépendant. Et donc, Saint-Marcellin va devenir de plus en plus stratégique. Saint-Marcellin va avoir de plus en plus de privilèges, notamment l'autorisation d'avoir des remparts pour se protéger. Des remparts qu'on retrouve bien encore dans le parcellaire de la ville, ils sont encore bien visibles, notamment ici, rue du Four, où on les reconnaît, là, ils sont typiques avec ces gros galets. Ça, c'est les remparts du XIVe siècle. Quand je vous disais qu'on les reconnaissait bien, les remparts de Saint-Marcellin, avec leurs gros galets, c'est clair, rue des Remparts, ils sont là? Les remparts et ma casquette. Et oui, la vieille voie antique qui longeait l'Isère de Valence à Grenoble, elle va devenir la grande rue à Saint-Marcellin.
Saint-Marcellin, durant la Renaissance, c'est une nouvelle richesse encouragée par le roi de France Henri IV, la culture du ver à soie. Et oui, la soie, ça valait déjà une fortune à l'époque. Rappelez-vous, la route de la soie, rappelez-vous, Marco Polo. Donc au XVIe siècle en France, voilà notre Olivier de Serres national, certainement le papa de l'agronomie moderne, qui va écrire un traité d'agriculture en 1599, qui va écrire aussi un traité sur la culture du ver à soie justement, et qui va aller répertorier dans tout le royaume les cours d'eau à fort débit pour pouvoir installer des fabriques avec des moulins et avec des roues à eau pour profiter de la force hydraulique de l'eau. Et ça tombe bien, parce qu'ici, dans la région de Saint-Marcellin, des cours d'eau à fort débit, il y en a plein. Et oui, dans cette vallée de l'Isère entourée de montagnes, il y a de la pente, il y a du dénivelé, donc il y a de la pression. On va pouvoir installer des fabriques de soie et de la Drôme à l'Ardèche en passant par l'Isère, la culture de la soie va rayonner et Lyon va même devenir la capitale de la soie. Et ce qui est bien avec la Galicière, c'est qu'il y a tout sur place. Alors déjà, c'est une chambre d'hôte hyper sympa, vous êtes très bien reçus par Jean-Pascal et Nadia, on y mange très bien, mais surtout, c'est une fabrique d'ancien régime, c'est artisanal, c'est de la proto-industrie, donc il y a tout le processus de fabrication. On comprend très bien comment on passe du verre à la soie. Vous voulez savoir comment on fait de la soie? Eh bien, suivez-moi. Alors, déjà, il faut des mûriers. Ah bah oui, il faut bien qu'il bouffe le ver à soie. Donc on va l'installer sur une feuille de mûrier pendant une quarantaine de jours dans une pouponnière, la magnanerie, où il va faire son éducation. Oui, c'est le terme, l'éducation du ver à soie. Il fait ses humanités. Ensuite, on étourdit la chrysalide à l'étouffoir dans un four. Et oui, on cuit le cocon pour ne pas que le papillon fasse sa chrysalide. Parce que si c'était le cas, eh bien, il casserait le cocon, il briserait le cocon et donc il briserait le fil de soie. Et ça, il faut pas. Donc on le cuit, on l'étourdit à l'étouffoir. Ensuite, on plonge les cocons cuits dans une bassine d'eau chaude à 90 degrés. Ah oui, ça brûle les doigts. Et avec une escoubette, on tire le fil de soie. Un fil de soie qui peut atteindre jusqu'à 2 km et on en place plusieurs sur un écheveau de la filature. Voilà, qui était derrière moi. Mais là, il n'y a plus d'écheveau. On a préféré une verrière avec une vue sur le Vercors. C'est joli aussi. Ensuite, on place les chevaux sur une tavelle et ensuite sur une bobine. Puis, on passe au moulinage, où là, on va doubler et tordre et retordre le fil sur lui-même pour lui donner toutes les caractéristiques du fil de soie, résistance, élasticité et brillance. Et voilà le produit fini. Regardez comme c'est magnifique. Alors aujourd'hui, ça a complètement disparu tout ça, mais il en reste quand même de belles traces autour de Saint-Marcellin, comme ici, dans cette fabrique de soie de la Galicière, où les moulins à retordre la soie datent de la Révolution française. À l'époque moderne, Saint-Marcellin va rester une petite capitale administrative, en devenant un des 3 chefs-lieux de bailliage de l'ancienne province du Dauphiné, avec donc Grenoble et Vienne. Et la maison du bailliage de Saint-Marcellin, datant du XVIIe siècle, eh bien, elle est parvenue jusqu'à nous. Elle est juste ici, derrière moi, en face de l'église. Saint-Marcellin, à l'époque contemporaine, c'est d'abord une catastrophe qui se résume en un seul mot, la pébrine. Eh oui, quelle pébrine! Une maladie du ver à soie qui va provoquer un effondrement de la production dans les années 1850.
Alors, le grand Louis Pasteur trouvera une solution pour enrayer la pébrine, mais là, c'est une autre maladie qui va apparaître, la flacherie. Et là, franchement, flacherie, fâcherie, hein, fait chier. Au revoir, le verre à soie, et bienvenue à la noix, la fameuse noix de Grenoble qui va faire la fortune de Saint-Marcellin et de son territoire. Une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit? Eh ben, pour le savoir, venez au musée de la noix, au grand séchoir de Vinay, vous saurez tout ça. Plus besoin d'écouter Charles Trenet ou les poèmes de Jacques Prévert. Une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, pour le savoir, c'est là. Ah oui, Saint-Marcellin maintenant, c'est le pays de la noix. Et voilà, à toute berzingue, Saint-Marcellin touche à sa fin. Donc maintenant qu'on arrive au dessert, on va pouvoir parler fromage. Hein, mesdames? Parce que le Saint-Marcellin, c'est aussi un fromage, hein, un des fromages préférés des Français, avec son petit cousin, le Saint-Félicien, qui est 2 fois plus gros et un peu plus crémeux. Donc, je vous ai déjà raconté, mesdames, vous n'étiez pas là, comment la popularité du Saint-Marcellin avait commencé avec Louis XI, quand il a ramené ce petit fromage qu'il adorait à la cour de France. Oui, il ne faut pas oublier que Louis XI, avant d'avoir été roi de France, il avait été dauphin de France. Donc, il a gouverné le Dauphiné depuis Grenoble. Donc, il a pu découvrir ce Saint-Marcellin, qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça, hein. C'était une taume de chèvre. Ah oui, je suis désolé, mesdames, pardon, mais au départ, le Saint-Marcellin, c'est fait avec du lait de chèvre. C'était pas du lait de vache. Mais restez là parce que bientôt, vous allez entrer dans notre histoire. Donc, ce Saint-Marcellin, donc cette taume de chèvre, c'était un fromage de ménage classique. En fait, on le faisait dans toutes les fermes avec ce qui restait de lait de chèvre. C'était pas pour le vendre spécialement, mais quand il y avait un petit surplus, eh ben, les fermiers, ils allaient le vendre sur les marchés, et donc en particulier au marché de Saint-Marcellin, qui était la ville importante de la région, comme vous le savez maintenant. Mais petit à petit, on va remplacer le lait de chèvre par du lait de vache dans la fabrication de notre Saint-Marcellin, en raison de 2 grands événements. D'abord, une date, 1730. Un arrêté du Parlement de Grenoble qui va encourager le reboisement du Dauphiné. Et donc pour ça, on va limiter la présence des chèvres. Parce que comme vous le savez, hein, les chèvres, ça bouffe tout. Hein. Ça bouffe la végétation, ça bouffe l'herbe, ça bouffe les arbustes. Donc on va limiter les chèvres. Du coup, moins de chèvres. Donc moins de lait de chèvre et plus de lait de vache à disposition. Deuxième raison, avec la révolution industrielle, l'arrivée des machines, la mécanisation, on va avoir moins besoin des vaches. Pour les travaux d'effort, pour les travaux de charge, pour les travaux de force, on va les laisser tranquilles. Donc on va pouvoir les laisser se reposer et nous faire un lait de meilleure qualité qui en plus se conserve mieux que le lait de chèvre. Donc voilà pourquoi aujourd'hui notre Saint-Marcellin national est fabriqué exclusivement avec du lait de vache. Merci mesdames. Oui, on va pas en faire tout un fromage. Mais Saint-Marcellin, c'est vraiment un miracle. Ah, les maisons suspendues de ponts en Royan. C'est joli, hein? D'ailleurs, Stendhal lui-même en parle mieux que moi dans ses mémoires d'un touriste. Il est venu ici en août 1837 et donc il a pu lui aussi contempler ce magnifique panorama. Il a pu profiter des richesses locales, l'eau de la Bourne, d'une pureté, d'une qualité incomparable, avec aussi ces fameuses truites Fario. Du coup, le soir, à l'occasion du dîner, eh ben, on lui a fait goûter les spécialités locales, les truites. Mais quand on lui a proposé l'eau de la Bourne pour boire, non, lui, il a préféré du vin.
parce qu'il a très bien observé que les toilettes des gens tombaient dans la Bourne.